Jérôme Poré, vous êtes professeur de philosophie à l'université de Rennes 1. Alors, vous avez publié de nombreux ouvrages, dont le champ couvre à la phénoménologie, l'herméneutique. Alors, pour ne pas créer trop de distance, nous, tout le monde n'est pas spécialiste de ces deux mots qui, en fait, sont assez simples en contenu. Peut-être que vous aurez quelque chose à me dire là-dessus. J'ajouterai la philosophie de l'existence, la morale, la souffrance. Alors, je sais que vous n'avez pas l'intention de nous parler de Paul Ricoeur, mais il y a évidemment beaucoup de liens logiques avec l'œuvre de Paul Ricoeur. Vous en êtes un grand spécialiste, vous lui avez consacré plusieurs ouvrages. Je voudrais conseiller deux petits livres par le format que vous avez écrits et qui ont été publiés en 2017. Et si je le fais, ce n'est pas sur commande, presque au contraire d'ailleurs, je force un peu le passage. Celui-ci qui s'appelle Sur la douleur, qui s'intitule Sur la douleur, 4 études. Alors la douleur, ce sont les douleurs, la douleur physique, la douleur psychique, la douleur de vieillir. Nous sommes quelques-unes et quelques-uns ici, enfin surtout quelques-uns d'ailleurs, à l'éprouver. Et puis la relation art et douleur, qui est extrêmement intéressante. Je reviendrai sur ce petit livre dans un instant. Et le deuxième que je voudrais vraiment conseiller, c'est L'existence vive, 12 études sur la philosophie de Paul Ricoeur, qui sont donc, alors peut-être pas une introduction, mais en tout cas une immersion dans la pensée de Paul Ricoeur. Toute la deuxième partie, la première aussi bien sûr, à des titres divers, mais toute la deuxième partie où est abordée la question du mal, la question du récit, l'identité du récit. Beaucoup de choses nous parlent, peut-être d'ailleurs des éléments seront en relation avec ce que va nous dire ensuite Philippe Cornet à propos de la médecine narrative. Je le conseille vraiment aux écoutantes et aux écoutants des SOS Amitié, mais pas que, à toute personne qui écoute. Or, j'espère que vous serez d'accord avec moi pour dire que le vivre ensemble sans écoute ne peut pas exister. Donc, il faut se donner les chances de pouvoir le pratiquer, presque le méditer, comme nous y invitent parfois les bouddhistes, notamment sur la question de la bienveillance. Je vous rappelle que le prochain Bouddha s'appellera le bienveillant, d'ailleurs. Il est déjà voilà, connoté. Donc, je ne vais pas en faire plus pour ne pas gêner Jérôme Poré, mais tout le monde y trouvera son profit. Philippe Cornet, alors Philippe, on se tutoie, donc je ne vais pas faire de... Voilà. Tu es professeur émérite des universités en médecine générale. Professeur émérite, ça veut dire qu'on a reconnu tes qualités, mais que tu es en retraite. Alors évidemment, professeur émérite, c'est un statut qui te permet de continuer ton œuvre, notamment auprès des étudiants doctorants. Donc voilà, tu n'es pas mis à la porte de l'université. Tu as été toute ta vie de médecin comme d'enseignant. Tu as interpellé, tu as questionné la relation patient-thérapeute en partant du postulat que le patient est un sujet. Tu es d'ailleurs un promoteur ou chaud partisan de la médecine narrative à laquelle je faisais référence il y a un instant. Peut-être tu nous en parleras, ou en tout cas je me permettrai éventuellement de te poser une question à ce propos. Et tu marques un intérêt, je dois le dire, qui nous fait vraiment plaisir pour SOS Amitié. Et Guillaume Gillet, alors vous êtes protéiforme, psychologue clinicien, psychothérapeute, psychopathologue, également formateur, enseignant à Lyon, superviseur, et vous êtes également psychologue référent, je ne sais pas si Alain Mathieu me permettra de le dire, à la Commission fédérale de formation des SOS Amitié. Alors, nous allons commencer par Jérôme, parce que le concept de bienveillance ne va pas de soi, même s'il est partout. Didier Van Covlert, le romancier, vient d'écrire un livre. Il fait le tour des médias pour en parler, après celui de Mathieu Ricard en 2013, si je me souviens bien. Alors, nous pratiquons à SOS Amitié une écoute bienveillante. Les psychanalystes pratiquent la neutralité bienveillante. Dans l'entreprise, maintenant, le management bienveillant est à l'honneur depuis l'affaire France Télécom et d'autres, d'ailleurs. L'éducation nationale, je sais qu'il y a des profs dans la salle, elle-même demande, notamment au collège, aux enseignants d'être bienveillants, n'est-ce pas ?
Voilà. Sans compter le président de la République qui lui-même, très récemment, appelait à la bienveillance en politique. Bon courage. Mais elle a aussi ses détracteurs, cette bienveillance. Alors certains la classent dans un mouvement de bien-pensance, de bons sentiments, ou lui reprochent d'être intrusive, ou encore de relever d'une forme même de condescendance. Peut-on vouloir le bien de quelqu'un à sa place ? C'est une question peut-être que sûrement, peut-être que le philosophe pourra aborder. Et le coup de grâce a voulu lui être donné par un livre d'un autre philosophe, Yves Michaud, très respectable par ailleurs, par un livre paru en 2017 intitulé, alors, au moins c'est clair, Contre la bienveillance. À sa sortie, j'ai assisté à une interview et je le cite scrupuleusement. Ça va dégager un peu de matière, je pense, y compris peut-être avec la salle. Il disait « La bienveillance conduit à prendre en compte toutes les différences individuelles, que ce soit les dons ou les handicaps. Or, tous les hommes sont extrêmement différents, d'origine sociale ou de capacité intellectuelle, etc. » Le « etc. » c'est lui qui le dit. Hein. Donc, quand on va au bout de la considération bienveillante des êtres humains, il y a toujours un côté par lequel ils sont complètement singuliers, et du coup, alors c'est là que c'est important, on pulvérise la notion d'égalité et on pulvérise la notion de communauté. Tout le monde comprendra donc, Jérôme, que je vous passe une patate un peu chaude. Vous avez accepté de nous aider à y voir un peu plus clair en décortiquant le concept et peut-être de mettre à jour, nous aider à mettre à jour, qui sait, une forme d'éthique de la bienveillance, du bon usage de la bienveillance. Bien, merci de m'accueillir parmi vous, malgré tout. Je vous remercie bien sûr de votre invitation, mais je dois avouer avoir douté parfois en préparant cet exposé de votre bienveillance, car j'ai souffert, surtout au début, de constater, vous le disiez à l'instant, à quel point cette notion aujourd'hui avait mauvaise presse, sauf dans un discours suspect, lui, de masquer sous le mot une réalité tout autre. Contre la bienveillance, écrit ainsi le philosophe que vous citiez à l'instant, dans un pamphlet dont l'une des cibles est la théorie du care, ou plutôt son extension de la sphère des relations personnelles à celle des institutions politiques. Car, vous le disiez aussi, on ne fait pas de politique, selon cet auteur, avec de bons sentiments. Ou bien l'on entretient la dépendance et l'assistanat, et l'on promeut une société où chacun se veut plus victime que l'autre, quand il devrait s'armer de courage et prendre ses responsabilités. Bref, compter d'abord sur lui-même et, pour le reste, n'exiger rien de plus que ce que prévoit le contrat social, censé donner à chacun selon ses mérites. Alors, la lecture de ce pamphlet, à vrai dire, ne m'ébranlait guère, car j'y reconnaissais un air connu. Je me demandais si l'on doit être contre la bienveillance. Faut-il donc être pour la malveillance ? Et l'absurdité de cette conclusion suffisait à me la faire rejeter. Mais à peine rassuré, j'enregistrais, alors du côté cette fois des adeptes de la bienveillance, des usages du mot qui me paraissaient justifier le soupçon dont elle est l'objet et qui me réduisaient à nouveau au désespoir. Que l'on demande aux professionnels du soin ou à ceux de l'éducation de faire preuve de bienveillance passe encore, même si cette injonction coïncide avec une situation où les soignants et les enseignants eux-mêmes se plaignent de devoir faire, faute de moyens, le contraire de ce qu'elle prescrit. Mais quand la bienveillance s'invite dans le monde des affaires, ou quand elle devient le maître mot du nouveau discours managérial et entrepreneurial, comment ne pas craindre qu'elle n'ait seulement une fonction idéologique et ne masque la violence d'une société à la fois dure aux faibles et souriante comme une poupée Barbie. Il me faudrait donc instruire le procès de la bienveillance. Et c'est d'ailleurs le titre que j'ai donné à cet exposé. Mais il n'y a pas seulement dans un procès les éléments à charge. Il y a aussi les éléments à décharge. En commençant par les premiers, j'entends bien ne pas oublier les seconds. Le plan que je suivrai est donc simple. D'abord,
je laisserai la parole à l'accusation. Ensuite, je ferai valoir les droits de la défense. Alors j'aurais aimé, à vrai dire, dans un troisième temps, évoquer quelques figures de la bienveillance parmi toutes celles que nous offre la littérature. Ce sont des personnages de fiction, mais la fiction, ici comme ailleurs, éclaire la réalité. Ils auraient donc été entendus comme témoins. Et tous pour la défense, car je n'en ai pas trouvé pour l'accusation, et cela n'a pas compté pour rien dans l'orientation générale de mon propos. Mais j'ai dû y renoncer pour ne pas être trop long, et n'en citerai qu'un en terminant. Mais revenons pour commencer, premier temps, aux critiques formulées contre la bienveillance. Comme je l'ai suggéré à l'instant, elles sont de deux sortes. Les unes concernent le mot, les autres, la chose qu'il désigne. D'une part, on dénonce un abus de langage, d'autre part, on nie l'existence même de son objet. Alors les premières visent donc le discours, ou comme je l'ai appelé, l'idéologie de la bienveillance, en donnant au terme d'idéologie le sens qu'il a pour le jeune Marx, celui d'un reflet déformant de la réalité. Alors je songe, ce disant, à la critique marxiste de la religion, tenue pour l'opium du peuple, l'âme d'un monde sans âme. Bref, un miroir où l'homme se voit non tel qu'il est, mais tel qu'il n'est pas. Car telle est précisément la fonction de l'idéologie. Elle dissimule les rapports sociaux réels et elle justifie, ce faisant, l'ordre établi et avec lui les institutions qui assurent sa conservation. C'est exactement le sens du titre d'un article publié en septembre dernier dans Le Monde diplomatique. La bienveillance cache-misère de la sélection sociale à l'école. Ces auteurs voient plus qu'une coïncidence fortuite, en effet, entre la promotion du mot par le ministre de l'Éducation nationale et le manque croissant des moyens et des personnels requis pour lutter efficacement contre l'échec scolaire. Cette antienne, écrivent-ils, masque l'impuissance de l'institution à réduire le fossé entre les enfants des classes favorisées et ceux des classes populaires. Elle impute aux enseignants un mal dont ils sont tout au plus la cause seconde, sa cause première étant l'institution elle-même. Mais il ne s'agit pas seulement de l'institution scolaire. L'idéologie de la bienveillance connaît un succès inédit, comme vous l'avez dit, à l'hôpital, mais aussi dans la police, dans les prisons, et pour finir, dans les entreprises, où elle tend à faire oublier la précarité, l'inégalité, l'arbitraire, le mépris et la souffrance au travail, au point que l'on en préférerait presque le cynisme de Milton Friedman, l'économiste libéral, lorsqu'il déclare, je le cite, que la seule finalité de l'entreprise, c'est de faire du profit. Car au moins ne trompe-t-il pas, se disant, sur la réalité d'un univers gouverné par la loi de la concurrence, qui détruit toutes les solidarités et encourage chez chacun le même calcul, le même égoïsme, la même violence. Ces critiques, cependant, celles que je viens de passer rapidement en revue, restent extérieures. Je veux dire qu'elles ne disaient rien contre la bienveillance elle-même. Bien plutôt déplorent-elles son absence dans un monde où elle se réduit à un signe vide. Mais il en va autrement des critiques de la deuxième espèce. Elles sont bien illustrées par le pamphlet que j'évoquais en commençant. Il s'attaque à la chose même. La bienveillance, affirme-t-il, n'existe pas. Ou alors, seulement dans des relations très particulières, comme celle de la mère et de son enfant nouveau-né. Mais une relation aussi particulière, pour ne pas dire aussi exclusive, ne peut servir de modèle à toutes les autres. À plus forte raison, s'il s'agit non des relations personnelles, que l'on peut appeler aussi des relations morales, mais des relations médiatisées par les institutions politiques, à propos desquelles l'auteur du pamphlet renvoie, comme je l'ai dit, aux théories du contrat social et en particulier à la théorie de Hobbes. Alors, je ne citerai pas énormément de philosophes, mais quand même, bon, je suis prof de philo, donc il faut bien que j'en cite quelques-uns. Et justement, Hobbes, dans son maître livre, le Léviathan, trace en effet une frontière nette entre la morale
et la politique. Quand on réfléchit sur la morale, admet-il, on peut faire l'hypothèse du meilleur. C'est-à-dire, on peut donc supposer que l'homme est capable de bonne volonté. Mais quand on réfléchit sur la politique, on doit faire l'hypothèse du pire. On doit donc supposer que l'homme est un loup pour l'homme, un loup juste assez intelligent pour calculer son intérêt et se donner les lois qui le protégeront de ses semblables et lui permettront de se garder en vie. D'une conception pessimiste de la nature humaine, Hobbes conclut donc à une conception minimaliste de la politique, dont la seule fonction est de permettre aux individus de se défendre les uns des autres. Alors Rousseau, certes, critique la théorie de Hobbes. Les hommes, pour lui, ne sont pas naturellement ennemis. Aussi, les lois politiques n'ont-elles pas seulement pour fonction d'assurer leur sécurité? Elles doivent encore leur permettre d'affirmer leur liberté. Mais le contrat reste à ses yeux un calcul intéressé. Il ne suppose donc chez les contractants aucune disposition morale, si du moins l'on entend par là une disposition altruiste, telle que la bienveillance. Quant aux institutions qui en résultent, ce sont sans doute des institutions justes, mais la justice a elle-même, dans cette perspective, la forme d'un échange égal. On peut donc en attendre au mieux l'équivalent de ce que l'on a donné. C'est dire que si l'on peut concevoir des institutions justes, on ne peut pas concevoir des institutions bienveillantes. La distinction de la justice et de la bienveillance recoupe ainsi celle de la politique et de la morale, entre lesquelles, encore une fois, les théoriciens du contrat élèvent une frontière infranchissable. Alors la critique de la bienveillance peut être élargie, cela étant, de la politique à la morale, même si l'on borne provisoirement celle-ci à la sphère des relations personnelles, où cette disposition semblait pouvoir trouver refuge. Et elle se développe alors dans deux directions qui correspondent à peu près aux deux sens impliqués dans l'une des sources étymologiques du mot, dont je n'ai encore rien dit. Je dis l'une des sources, car il en est une autre, non moins importante, comme on le verra plus loin. Alors selon cette première source, bienveillance, le mot dérive de benevolentia, qui signifie littéralement bonne volonté, mais une bonne volonté pour autrui, et par là même une volonté désintéressée, car une volonté intéressée ne veut rien que pour soi, comme le montre précisément le calcul impliqué dans le contrat social. Être bienveillant est donc bien vouloir, et bien vouloir, encore une fois, vouloir de manière désintéressée, ce qui est le cas lorsque l'on veut le bien d'autrui. D'où les deux cibles de la critique de la bienveillance dans le domaine moral. L'une est la notion de bonne volonté, l'autre, la possibilité même d'une action désintéressée. Alors il y aurait beaucoup à dire, bien sûr, sur ces deux fronts. Je me contenterai de remarques sommaires, et d'abord à propos de cette notion de bonne volonté. Elle est au cœur de ce qu'on peut appeler, en simplifiant, les morales de l'intention, comme l'est notamment la morale kantienne. Dans les fondements de la métaphysique des mœurs, en effet, Kant se demande ce qui peut être dit bon, absolument. Et il répond que ce ne sont pas l'intelligence ou le courage qui peuvent être mis au service de mauvaises causes, ni le pouvoir ou la richesse qui peuvent avoir été mal acquis, ni la santé ou le bonheur, dont certains jouissent injustement, mais seulement la volonté. Mais la question est alors de savoir ce qui fait que la volonté est telle. À quoi il répond, je le cite, « Ce ne sont pas ses œuvres ou ses succès, mais la volonté elle-même, c'est-à-dire précisément l'intention qui l'anime. Car, je le cite, lorsqu'il s'agit de valeurs morales, l'essentiel n'est pas dans les actions que l'on voit, mais dans le principe intérieur des actions que l'on ne voit pas. Bon, mais quand on juge une conduite, objectera-t-on, on se fonde sur l'action accomplie, non sur l'intention présumée de l'agent.
Aussi loue-t-on quelqu'un d'avoir bien fait, et non d'avoir bien voulu. C'est le succès d'une initiative, ce sont les conséquences d'une décision qui nous permettent de dire qu'il s'agissait d'une bonne initiative ou d'une bonne décision. L'enfer, ajoutera-t-on, est pavé de bonnes intentions. Et il faut avouer que la bienveillance n'est pas la bienfaisance et qu'elle reste souvent invisible à ceux-là même à qui elle s'adresse. Est-ce à dire cependant qu'elle ne fait rien et reste un souhait sans conséquence? Ne peut-on penser au contraire qu'elle promeut des actions qui ont en commun d'être soustraites au calcul et à l'intérêt? Mais une deuxième objection peut être opposée ici à la bienveillance, la dernière, mais la plus grave. Elle concerne précisément la possibilité d'une conduite ou même d'un sentiment vraiment désintéressé. Je citais Hobbes pour sa théorie politique, mais il ne dit pas autre chose dans sa théorie morale. Soit la pitié comprise comme une tristesse, c'est la définition qu'il en donne, une tristesse causée par le malheur d'autrui. Elle vient, écrit-il, de ce qu'on s'imagine que l'on peut être frappé soi-même par un semblable malheur. Son vrai ressort est donc l'égoïsme. Et il en est ainsi à y bien regarder de tous les sentiments moraux. Cela revient à dire qu'il n'y a pas, à proprement parler, de sentiments moraux et que l'on ne peut parler davantage de volonté morale, surtout si l'on entend par là une volonté qui a pour fin le bien d'autrui. Et Nietzsche ici enfonce le clou, je le cite, c'est un autre type d'égoïste que les compatissants. Quant à la bienveillance, je reprends encore son mot, c'est l'expression d'une impuissance. Comprenons, d'une impuissance à vivre, car la vie fondamentalement est volonté de puissance. C'est une force qui tend à sa propre affirmation. Un oui triomphant adressé à soi-même, écrit Nietzsche. Ce oui trouve son expression dans la haute figure du surhomme, qui n'a pour cela, faut-il le dire, besoin de personne. Aussi ne se plaint-il pas plus qu'il ne prend pitié. Et s'applique-t-il, autant qu'aux autres, un nouvel impératif, soyez durs. Bon, nous voilà guéris ainsi de toute faiblesse, comme de tout angélisme. Et nous voilà aussi au plus loin de la conviction qui nous réunit et qui se trouve par là même, c'est le cas de le dire, durement mise à l'épreuve. N'aurions-nous cependant le choix qu'entre l'angélisme et le cynisme, même si le cynisme du philosophe n'est pas celui de l'économiste que je citais tout à l'heure, et cultive habilement le paradoxe. Peut-être suffit-il, pour échapper à cette alternative, de distinguer entre la puissance du surhomme et l'impuissance de l'homme simplement homme. Je participais la semaine dernière au congrès annuel de la Société française de psycho-oncologie, à Montpellier, centré sur la relation thérapeutique. Des paroles de malades au début de chaque session introduisaient les débats. Le mot qui revenait le plus souvent dans leur bouche lorsqu'on les interrogeait sur ce qu'ils retenaient de leur passage dans le service hospitalier était la bienveillance. Il est donc temps de défendre cette notion des accusations dont elle est l'objet et de lui donner la signification positive qu'elle a aussi dans d'autres situations. Alors je suivrai pour ça l'ordre inverse de celui que j'ai adopté dans ma première partie, en commençant par la morale et en terminant par la politique. Cela reste une question en effet de savoir s'il peut exister, outre des actions bienveillantes, telles qu'on peut les observer dans les relations personnelles, des institutions bienveillantes. Bon, ils ne sont pas si nombreux parmi les philosophes de la morale, les défenseurs de la bienveillance. Mais ils lui donnent l'un la première place, l'autre l'une des deux premières. Ce sont deux Anglais, Francis Hutcheson et David Hume. Alors je n'ai pas l'intention, rassurez-vous, de présenter leur doctrine et moins encore d'analyser leurs petites différences, mais il est remarquable qu'ils fassent l'un et l'autre ce que j'appelais plus haut l'hypothèse du pire
et montrent l'un après l'autre que cette hypothèse se détruit elle-même. Cette hypothèse, je le rappelle, c'est que l'amour de soi explique toutes les conduites humaines et qu'il n'en est donc pas de vraiment désintéressé. Or, voilà ce qu'ils disent, je résume, nous admirons les actions héroïques, lors même qu'elles se concluent par la mort du héros, quand nous blâmons celles des traîtres et des tyrans, qui pourtant servent l'intérêt de leurs auteurs, et auraient servi le nôtre si nous avions été à leur place, comme nous pouvons l'être d'ailleurs en imagination, lorsque nous lisons le récit de leurs actions. C'est la preuve que le principe qui commande l'approbation ou la désapprobation morale est indépendant de l'amour de soi. Alors Hutcheson cite dans ce sens l'Énéide, Hume, Tacite et les poètes tragiques, et j'ai en mémoire, moi, mes sentiments à la lecture des Misérables de Victor Hugo, les uns de sympathie, les autres d'indignation, mais tous étrangers en effet au calcul et à l'intérêt. Alors on est là, objectera-t-on, dans le domaine de la fiction, il en va autrement dans la vie réelle. Mais Hume prévient cette objection quand il écrit que si nous pouvons éprouver ces sentiments à la lecture ou au théâtre, eh bien c'est que, je le cite, notre esprit est disposé naturellement à faire cette expérience. Cette disposition distincte donc de l'amour de soi et de l'intérêt bien calculé n'est autre que, c'est le mot qu'il emploie, la bienveillance. Non que les effets de ces deux principes ne se mélangent dans la plupart de nos conduites, mais comme le remarque Hutcheson, nous n'appelons pas bienveillant quelqu'un qui est utile à autrui, sans l'avoir voulu, ou sans que nous puissions imaginer chez lui une telle disposition. La bienveillance est donc désintéressée et elle ne peut être réduite à l'amour de soi. Alors il y a un sentiment particulier qui en témoigne et que nous n'éprouverions pas si elle n'avait aucune réalité. La gratitude. La gratitude, en effet, suppose la bienveillance, comprise comme une disposition naturelle à vouloir le bien d'autrui. Et c'est bien ce sentiment qu'exprime dans la vie réelle, je dis bien dans la vie réelle, les patients que j'évoquais tout à l'heure à l'égard des héros ordinaires, soignants, médecins, psychologues, qui leur prodiguent quotidiennement soins et attention, malgré la pénurie des moyens et la défaillance de l'institution. La gratitude atteste en outre que la bienveillance n'est pas restée sans effet dans leur personne. Et cela répond à l'objection adressée au moral de l'intention, qu'il ne suffit pas de bien vouloir pour bien faire, et que la bienveillance manque de toute efficience propre. Hume parle en ce sens de la force, je le cite, de la force du principe bienveillant. Une force distincte, faut-il le préciser, de celle de la volonté de puissance et source parfois d'une joie autre, elle aussi, que ce que je suis tenté d'appeler la joie des vainqueurs. Mais comment agit la bienveillance et quels effets produit-elle dans la personne d'autrui? Hume n'en dit rien, même s'il laisse deviner qu'elle renforce chez son destinataire la confiance et l'estime de soi. L'estime de soi distinguée alors, faut-il préciser, de l'amour de soi. D'ailleurs, la notion elle-même reste dans son propos une notion à contour flou. S'il évoque à demi-mot l'amour du prochain, c'est tantôt en un sens restreint, et il s'agit alors de l'amour que nous avons pour nos enfants ou nos amis, tantôt en un sens élargi à la société, voire à l'humanité entière. Aussi, la bienveillance est-elle définie à un endroit comme, je le cite, un sentiment naturel qui nous incite à sympathiser avec les intérêts de la société et de l'humanité. Encore ce sentiment, même s'il est ancré dans la nature humaine, est-il influencé par l'éducation et les habitudes acquises? C'est donc un sentiment indéterminé, en compréhension comme en extension, comme l'est d'ailleurs la sympathie qu'il suscite et avec laquelle, d'une certaine manière, il se confond. Alors, y a-t-il une différence entre la sympathie
ainsi comprise et l'empathie mobilisée dans le milieu du soin, sans doute car l'empathie n'est ni bienveillante ni malveillante. Je dirais qu'elle est moralement neutre. D'ailleurs, la sympathie véritable suppose la distance. Aussi se distingue-t-elle de toute espèce de contagion ou de fusion affective. C'est une participation à distance au malheur et au bonheur d'autrui. Bien, mais le surgissement de la sympathie dans la définition humienne de la bienveillance entraîne une autre question, celle du pouvoir propre du sentiment, quand il n'est pas éclairé par la raison. Si la bienveillance trouve son origine dans la vie affective, dont elle détermine donc l'une des deux orientations principales, l'autre correspondant à l'amour de soi, peut-elle pour autant se passer de règles ? La sympathie, en effet, a ses limites. J'en veux à preuve, ce n'est qu'un exemple, une lettre où Madame de Sévigné, après avoir versé force larmes sur l'agonie de l'un de ses amis, décrit sur un ton enjoué la répression meurtrière d'une émeute paysanne en Bretagne. Comme l'écrit Tocqueville, elle ne concevait pas clairement ce que c'était que souffrir quand on n'était pas gentilhomme. Et c'est pourquoi Kant, le philosophe, distingue de ce qu'il appelle la bienveillance de cœur, c'est celle dont nous parlions, une bienveillance de principe, qui ne souffre, elle, aucune exception, et à laquelle la raison donne la forme d'une loi universelle. Mais cette loi, comment l'appliquer aux situations singulières ? Alors c'est en ce sens que je demandais à l'instant si la bienveillance pouvait se passer de règles. Bon, il est temps pour répondre à cette question de mobiliser la deuxième source présumée du mot bienveillance. Selon le dictionnaire étymologique de la langue française, en effet, bienveillance vient non de benevolentia, mais de bona viligentia, c'est-à-dire littéralement bonne vigilance, ou comme on est tenté de dire, bonne veillance, car c'est bien de veille, et de veille attentive, qu'il est alors question. Et le veilleur, en l'occurrence, ne se contente pas de vouloir le bien d'autrui. Il se demande encore comment il doit exercer cette volonté, s'il ne souhaite pas obtenir des effets contraires au but cherché. Car on n'est jamais trop bienveillant, mais on peut l'être mal. C'est une autre limite de la sympathie lorsqu'elle ne s'interroge pas sur elle-même. Bon, il y a une pitié dangereuse et une sollicitude inauthentique. Celle-ci consiste, comme l'a montré Heidegger, à vouloir à la place de l'autre et à le décharger ainsi de sa souffrance et de sa mort. La bienveillance, encore une fois, n'est pas la bienfaisance. Je suis tenté de dire qu'elle fait moins qu'elle ne fait faire. Bref, qu'elle vise à restaurer en l'autre les capacités provisoirement suspendues par la souffrance ou par l'angoisse. On répond, me semble-t-il ainsi, à l'objection croisée au début de cet exposé, celle que la bienveillance entretient la dépendance. Je ne contrains pas un goutteux, un malade atteint de la goutte, je ne contrains pas un goutteux à marcher, remarque Fénelon, si je ne fais que le soutenir et lui donner les aliments qui conviennent à son état. Ces aliments, en effet, ne se substituent pas à sa volonté. Il lui donne le pouvoir d'être elle-même. Binswanger, le psychiatre, n'entend pas autre chose lorsqu'il écrit dans l'un de ses articles sur la psychothérapie que le médecin peut seulement amener son patient, je le cite, jusqu'à la porte de la guérison, mais qu'il appartient à celui-ci de faire lui-même le pas nécessaire pour la franchir. J'ajoute qu'il lui faut pour ça plus d'art que de science. Mais l'art aussi a ses règles, et celles-ci sont relatives, en l'occurrence, à la singularité des personnes et des situations. Alors, de toutes les vertus qu'on peut associer à la bienveillance et auxquelles je viendrai dans un instant, il en est une alors qui s'impose tout particulièrement. C'est la vertu de prudence, appelée aussi par Aristote sagesse pratique. En relève par exemple, mais je n'en dirai pas plus, la neutralité bienveillante dont parle Freud dans ses écrits techniques à propos de la situation créée dans l'analyse
par l'amour de transfert. Mais voilà, je laisse à d'autres le soin d'en dire plus sur cette notion, comme sur toutes celles qui regardent la pratique de l'écoute, qui n'est pas mon sujet, et j'en viens donc aux vertus associées à la bienveillance. Hume parle entre autres de l'amitié, de la première, de la considération, de la prévenance, de l'indulgence, du dévouement, de la générosité et de la compassion, auquel il faut donc ajouter au moins la prudence. Alors ça fait beaucoup, et c'est le signe que la bienveillance, tout comme elle n'est pas un sentiment déterminé, mais une direction générale de la vie affective, n'est pas une vertu particulière, mais un principe général de la vie morale. Elle me paraît cependant trouver une expression privilégiée dans 3 vertus, ou 3 dispositions fondamentales. La sollicitude, l'hospitalité et l'espérance. La sollicitude parce qu'elle est le souci d'autrui et que la bienveillance en reçoit son orientation première. L'hospitalité parce que la bienveillance est l'accueil inconditionnel de l'autre. L'espérance enfin puisqu'il s'agit par cet accueil d'aider l'autre à reprendre des forces et, s'il est tombé, à se redresser et à se tenir à nouveau debout. Je remarque d'ailleurs que la bienveillance, ainsi comprise, s'adresse autant à l'homme agissant qu'à l'homme souffrant et révèle en chacun des potentialités inaccomplies. Alors j'aurais aimé illustrer ces 3 vertus, comme je l'ai dit en commençant, par autant de figures de la bienveillance, parmi celles que la littérature met à notre disposition, mais j'évoquerai seulement une figure qui les résume toutes, celle de Bienvenue Myriel, dans le premier livre des Misérables, auquel j'ai déjà fait allusion un petit peu plus haut. Bienvenue, le bien nommé, même si ce sont les autres qui sont les bienvenus chez lui et reçoivent son secours et sa confiance. Tous les autres, sans distinction, même les repris de justice, même ceux qui l'ont volé une fois et dont il veut croire, c'est là son espérance, qu'ils valent mieux que leurs actions, et sont riches en effet de potentialités inaccomplies, tel Jean Valjean, dont ce sera le dernier délit, avant qu'il ne se montre capable de la même sollicitude, de la même hospitalité, de la même espérance. Il me faut cependant, avant de conclure, j'en ai pour 2 minutes, apporter un dernier élément en faveur de la bienveillance. Sa défense serait incomplète, en effet, si elle restait cantonnée dans le domaine moral et ne pouvait être élargie à la sphère politique. La sphère politique d'où venaient, je le rappelle, les premiers arguments de l'accusation. On peut concevoir, avions-nous admis alors, des institutions justes, mais non des institutions bienveillantes. Et cela est vrai, en un certain sens. Nous n'aurions pas besoin, sans cela, des associations. Mais comment expliquer qu'une association comme la vôtre soit reconnue d'utilité publique et reçoive des aides de l'État? Est-ce seulement une façon pour celui-ci d'excuser ses propres défaillances? Ce souci même, cependant, l'honore et oblige peut-être à considérer plus positivement les institutions politiques. La tâche, certes, est difficile, elle le sera d'autant plus qu'on évoquera, comme le fait Hume, l'amour du prochain, car cette notion paraît tracer une frontière infranchissable, encore une fois, entre les relations personnelles et l'institution impersonnelle. Mais le thème du prochain, bien compris, n'est pas une invitation, à vrai dire, superflue à aimer nos enfants et nos amis. Il nous appelle à regarder tous les autres comme des proches et à faire à chacun le même accueil. Or, n'est-ce pas précisément ce que l'on est en droit d'attendre d'institutions telles que l'école, l'hôpital ou la sécurité sociale, pour ne citer qu'elles? Le rôle des institutions, autrement dit, n'est-il pas de permettre l'extension illimitée du sens prescrit originellement par la rencontre avec le prochain? On n'expliquerait pas sans ça les sentiments qui nous y attachent et que nous séparons d'ailleurs difficilement dans nos luttes présentes
pour leur sauvegarde de ce que nous avons pour les personnes. La bienveillance a donc besoin des institutions comme des associations. C'est un enjeu politique, autant qu'une exigence morale. Bon, j'ai renoncé, comme je l'ai dit, à citer à son procès d'autres témoins pour la défense. Je ne prononcerai donc pas non plus le jugement final, mais je n'ai plus beaucoup de doutes sur le sens de celui-ci, alors j'en reste là, mais je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Jérôme. C'est très riche, évidemment. Merci d'avoir instruit ce procès ou cette controverse sur la bienveillance. Il était bon de partir, effectivement, de l'accusation. D'abord parce que c'est plus réconfortant de terminer sur une note qui est encore encourageante. Oui, c'est de la rhétorique, mais c'est surtout encourageant pour nous. Je ne ferai pas d'autres commentaires que de dire qu'il y a là une matière très riche pour tout le monde, et il est utile que la captation nous permette, dans l'après-coup, de reprendre un certain nombre des choses qui ont été dites. Je retiendrai simplement, pour ce qui concerne la conclusion, l'évocation des trois vertus auxquelles vous avez fait allusion, parce qu'elles se situent, a priori, comme ça, j'allais dire à chaud, directement dans le cœur de ce que nous faisons à SOS Amitié, et sur lesquelles on peut avoir matière à interrogation de temps en temps, mais je crois que ça nous recadre bien, ça nous recentre bien sur comment aborder cette mission singulière et très difficile de l'écoute. Bonjour. D'abord, merci pour cette brillante et passionnante intervention, et tellement stimulante. J'ai juste une petite interrogation tout à la fin. J'avais l'impression d'avoir tout bien compris, et j'étais très contente. Et en même temps, la comparaison que vous aviez donnée avec le héros des Misérables, hein, le prêtre bienvenu, je ne me souviens plus d'ailleurs de son nom, avec, enfin, comme paradigme d'une certaine manière de la bienveillance, m'a un peu surprise, parce que pour moi, il est l'expression de la bonté. Et je me demande si, donc, est-ce que je n'ai pas compris, quelle est la différence que vous faites entre la bonté et la bienveillance? Il me semble que la bonté, c'est pour ça que le prêtre des Misérables est l'expression, pour moi, le paradigme de la bonté, c'est qu'il est non seulement bienveillant, mais agissant, hein, puisqu'il sauve, évidemment, enfin, on connaît l'histoire, en donnant et en mentant, d'une certaine manière, donc, alors que la bienveillance, me semble-t-il, et c'est un peu l'impression parce que je comprenais avec vous, est plutôt de l'ordre de l'intention, de l'ordre de la volonté, que de l'action. Et puis, il y aurait entre la bienveillance et la bonté une différence telle qu'elle justifierait, me semble-t-il, de l'approfondir. Donc voilà, est-ce que vous pouvez, en quelques mots, peut-être un peu, me montrer la différence entre bonté et bienveillance? Merci. Fastoche. Non. Moi, je vous laisse faire. Non, oui, j'ai moi-même défini la bienveillance comme une disposition générale. Et donc, la distinction même que l'on peut faire entre la bienveillance et la bienfaisance justifie votre perplexité. D'ailleurs, il faudrait reprendre les Misérables, mais lors de leur première rencontre, donc Jean Valjean, dont on ignore encore le nom, se présente hirsute. Il a été rejeté par différents aubergistes, n'est-ce pas? Et puis le mot a circulé que c'était un ancien bagnard qui était dangereux. Et puis d'ailleurs, il a un passeport de couleur jaune qui, je dirais, matérialise au fond son statut d'ennemi de la société. Et donc il frappe à la porte de Monseigneur, qui n'est pas d'ailleurs, donc c'est encore bienvenu Myriel, n'est-ce pas? Bon, il ne sait pas d'ailleurs lui-même qu'il est Monseigneur. Et donc là, qu'est-ce que fait Myriel, bienvenu Myriel? Il lui ouvre sa porte simplement. Donc je dirais que là c'est la bienveillance. La bonté, elle se manifeste plus tard, et c'est l'épisode que vous aviez à l'esprit. Et lorsque donc il sait qu'il l'a volé, et que ramené par la police, donc
et qui donc le ramène chez Bienvenue Myriel pour voilà, le convaincre de son forfait. Et bien lorsque Bienvenue Myriel donc dit non, je lui ai donné ces chandeliers d'argent. D'ailleurs, il y en a encore 2 autres que j'ai oublié de vous donner et que je vous donne. Donc, alors là, effectivement, on est dans la bonté. Mais je dirais que les deux, et moi je pensais plutôt, je dirais, à la première scène, mais c'est vrai que la bienveillance, alors c'est pour ça que je disais, elle ne fait rien elle-même, mais elle fait faire, elle invite à faire. Et je n'ai pas cité Paul Ricoeur, que j'ai eu au moins, enfin, j'aurais pu le faire au moins à 2 occasions dans mon exposé, mais notamment sur son insistance sur ce qu'il appelle l'homme capable. C'est-à-dire que la bienveillance ne fait rien, mais elle vise à restaurer en l'autre, je dirais, sa propre capacité de faire, sa propre capacité d'agir, n'est-ce pas, et de se redresser, de se tenir à nouveau debout. Et du coup, je regrette de n'avoir pas insisté davantage sur l'espérance propre à la bienveillance, parce que cette espérance, c'est que si l'on prend l'homme agissant, celui qui s'est rendu coupable du pire reste capable du meilleur. Et alors, l'homme bienveillant, parce que dans la bienveillance, il y a l'indulgence, c'est l'une des... Et donc, l'esprit de pardon n'est pas loin. C'est une façon de dire, mais si tu vaux mieux que tes actions. Et ça, c'est une expression aussi de Paul Ricoeur, n'est-ce pas, qu'il applique au pardon, mais à d'autres attitudes beaucoup plus familières, beaucoup plus ordinaires, n'est-ce pas? Bonjour, alors je vais me joindre aux autres. Merci effectivement pour votre présentation. À mon tour, j'avais longtemps planché sur la gentillesse et donc évidemment je suis partie sur la bienveillance et il m'avait semblé que la bienveillance était plus quelque chose qui pouvait instaurer une relation un peu, pardon de l'anglicisme et du top-down, de quelqu'un qui décide d'être bienveillant vis-à-vis de quelqu'un que ça mettrait entre guillemets en infériorité, et que la gentillesse, au contraire, instaurait plus de manière implicite une relation d'égal à égal. Alors, j'avais envie de vous écouter là-dessus, et sauf si j'ai été inattentive, il ne m'a pas semblé entendre le mot gentillesse dans votre intervention. C'est peut-être pour une raison bien fondée. La gentillesse est un sentiment que l'on a ou que l'on n'a pas, non, autant qu'une conduite que l'on manifeste ou que l'on ne manifeste pas. Or, la bienveillance, certes, s'enracine elle aussi dans la vie affective. Et on n'imagine pas qu'un homme puisse être bienveillant sans éprouver, à un degré ou à un autre, sous une forme ou sous une autre, un élan vers autrui. Bon. Mais là, j'ai envie de revenir à Kant lorsqu'il dit la sympathie à ses élus et ses damnés, n'est-ce pas, devant la sympathie, tous ne sont pas égaux, justement. Et c'est pourquoi il distingue de ce qu'il appelle une bienveillance de cœur. C'est de ce côté-là que j'ai envie de ranger la gentillesse, mais encore une fois, je ne suis pas capable de vous répondre sur la distinction fine qu'il y a peut-être entre ces deux notions. Ce qu'il appelle une bienveillance de raison ou une bienveillance de principe. Mais peut-être faut-il mieux l'appeler bienveillance de raison, parce que justement, elle est une exigence de la raison, à l'égard même de ceux qui ne nous inspirent aucun sentiment positif, vous voyez, et que nous serions tentés, comme Madame de Sévigné, d'ignorer parce que, ils ne partagent pas nos valeurs, parce qu'ils ne sont pas du même rang, qu'ils n'habitent pas le même quartier, ou que sais-je encore. Mais je vous réponds seulement de manière contournée, vous voyez, indirecte et donc insuffisante.